Bienvenue à Ta vie en mouvement. Je m'appelle Geneviève et je suis l'infirmière virtuelle qui vous guidera tout au long de cette session. Beaucoup de personnes aident un proche. On dit que cela va de soi, que c'est naturel, mais ce n'est pas toujours le cas, car ça demande parfois tout un doigté, de nouvelles connaissances et du soutien. Cette aide est peut-être destinée à une personne de votre entourage, jeune ou plus âgée, ayant une maladie chronique et qui a besoin de votre assistance. Cette personne peut vivre seule ou avec vous. Vous êtes son conjoint ou sa conjointe, son enfant, son parent, son frère ou sa sœur, ou vous avez un autre lien significatif avec cette personne. Au Québec en 2020, une politique nationale appelée Loi 56 vise à reconnaître et à soutenir les proches aidants dans le respect de leur volonté et de leur capacité d'engagement. Pour faire suite à cette loi, le gouvernement du Québec a développé un premier plan d'action qui s'échelonne sur 5 ans pour vous soutenir en tant que proche aidant. Je vous présente les 6 principes directeurs de cette loi qui pourraient vous intéresser. 1. Reconnaître que chaque proche aidant est une personne à part entière qui doit être traitée avec dignité et sollicitude et dont il faut favoriser la bientraitance. 2. Reconnaître l'apport considérable des proches aidants et l'importance de les soutenir. 3. Préserver la santé et le bien-être des proches aidants, notamment au plan financier et de leur équilibre de vie. 4. Considérer la diversité des réalités des proches aidants et de leurs relations avec les personnes aidées. Ceci vise à répondre à leurs besoins spécifiques à toutes les étapes de leur trajectoire de soutien, du début de leur parcours d'aide jusqu'au processus de deuil, autant de la personne aidée que de leur rôle auprès de cette dernière. 5. Reconnaître l'expérience des proches aidants et leur savoir, de même que ceux de la personne aidée, et les considérer dans le cadre d'une approche basée sur le partenariat. 6. Respecter les volontés et les capacités des proches aidants quant à la nature et à l'ampleur de leur engagement. En résumé, cette loi précise l'importance de reconnaître les proches aidants. Elle propose une définition inclusive qui englobe les différentes réalités. Regardons maintenant ces différents éléments de plus près. Un proche aidant se définit comme toute personne qui apporte un soutien à un ou à plusieurs membres de son entourage. Ces derniers peuvent présenter une incapacité temporaire ou permanente de nature physique, psychologique ou autre. Le soutien apporté peut être continu ou occasionnel, à court ou à long terme. Il est offert à titre non professionnel, de manière libre, éclairée et révocable. Il a pour but notamment de favoriser le maintien et l'amélioration de la qualité de vie de la personne aidée à domicile ou dans d'autres milieux de vie. En somme, le proche aidant veille au bien-être d'une personne qui a besoin de soutien. Son engagement varie dans le temps et s'exprime à travers de multiples expériences. Au Québec, 20% de la population de 15 ans et plus est un proche aidant. La plus grande proportion des aidants se retrouve chez les 45 à 64 ans. Ceux-ci aident souvent 2 personnes ou plus. Les femmes représentent la majorité des proches aidants, soit près de 60%. Concernant la maladie de Parkinson, les proches aidants sont majoritairement des conjoints, souvent âgés de plus de 65 ans, suivis des enfants ou des membres de l'entourage qui prennent le relais à leur tour pour offrir du soutien. Au Québec, plusieurs activités sont réalisées par les proches aidants. Pensons au transport, aux travaux ménagers, à l'entretien de la maison et aux travaux extérieurs. Ceux-ci figurent comme les types de soutien les plus couramment offerts par les aidants. D'autres activités sont aussi réalisées, comme par exemple les soins personnels, les traitements et les soins médicaux, l'organisation des soins, les opérations bancaires, les démarches légales et juridiques, sans oublier le soutien psychologique et social. De plus, en termes de temps alloué par semaine, près de la moitié des proches aidants consacrent d'1 à 3 heures au soutien auprès de la personne aidée, tandis qu'environ 20% allouent plus de 20 heures. D'où l'importance de développer de saines habitudes de vie pour préserver votre santé et votre mieux-être.
la majorité des aidants arrivent à assumer ce rôle d'assistance et de soutien, mais un fort pourcentage le considère néanmoins comme porteur de stress. Plus de la moitié des aidants rapportent une diminution du temps consacré à la détente, aux activités significatives et à la vie sociale. Être proche aidant peut aussi entraîner des répercussions au niveau financier, limiter votre capacité à prendre soin de votre santé physique et psychologique ou à assumer vos autres responsabilités sociales et familiales. Environ 25% des aidants ont à gérer leurs émotions, celles de l'aidé et celles des autres membres de la famille, ce qui peut même nécessiter du soutien pour résoudre des conflits. Malgré tout, il est important de souligner qu'environ 80% des aidants trouvent de la gratification dans l'accomplissement de ce rôle. En 2018, le regroupement des aidants naturels de la Mauricie a mis en lumière une charte des droits intitulée « Déclaration des droits de l'aidant » afin d'être reconnu et respecté dans ce rôle. En voici quelques exemples rapportés par M. Samuel et M. David. Comme proche aidant, j'ai le devoir de prendre soin de moi et de poursuivre des activités significatives qui me font du bien. Je peux aussi être fier de ce que je fais pour mon père, même si c'est pas parfait et que je ne sais pas tout faire. C'est normal de me sentir tiraillé par mes émotions, mes pensées contradictoires et mes réactions dans mon rôle d'aidant. Je pense que j'ai aussi l'obligation de respecter mes limites et demander de l'aide pour ne pas les dépasser. Après le choc déclenché par l'annonce du diagnostic de la maladie de Parkinson, le rôle de proche aidant s'amorce. Au fil des ans, vous aurez à choisir des stratégies ajustées à votre situation en tant que dyade. Je vous invite à réfléchir sur comment souhaitez-vous être accompagné pour mieux assister votre proche. Vous avez été invité à vous reconnaître comme proche aidant et à vous faire connaître pour être en mesure d'obtenir plus facilement du soutien. Ce soutien, des professionnels et de votre entourage, peut contribuer à votre santé et à votre mieux-être. Voyons maintenant certaines pistes de réflexion qui pourraient vous aider à choisir des stratégies qui vous conviennent dans votre rôle d'aidant. Spontanément, certains aidants vont chercher toute l'information disponible, alors que d'autres vont en chercher par étapes. Chaque personne réagit à sa façon suite à l'annonce d'un diagnostic, puis tout au long de la maladie de Parkinson. Il est possible d'obtenir de l'information par le biais des professionnels de la santé, de dépliants, d'une recherche sur Internet via des sites fiables. Des informations concernant certaines stratégies d'adaptation au rôle d'aidant peuvent aussi s'avérer très pertinentes. En voici quelques exemples. Les étapes de la résolution de problèmes, modifier sa perception en regard de ce qu'on ne peut pas changer et la conscience de l'importance de prendre soin de soi. De plus, il est possible d'avoir de l'information sur certains programmes de soutien psychologique et social adaptés à votre réalité par le biais de votre CLSC et l'organisme L'Appui pour les proches aidants de votre localité. Il existe également des capsules vidéo informatives, des conseils d'experts, des témoignages inspirants qui peuvent vous être très utiles via les sites web de Parkinson Québec, ainsi que de ses bureaux et organismes régionaux. À votre rythme, vous serez davantage informé sur la maladie et les ressources disponibles près de chez vous, et ainsi créer l'ouverture pour échanger avec des personnes significatives. Cela vous aidera également à équilibrer votre capital d'énergie pour prendre soin de vous. Écoutons comment Mme Danielle et M. David s'entraident. Je suis le genre de personne qui veut tout savoir et qui va chercher toute l'information possible. Mais, comme tu le dis si bien, trop, c'est comme pas assez. Je pense qu'il faut surtout pas devenir anxieux avec toutes ces informations. J'en conviens que c'est pas facile d'avoir le bon dosage. Non. C'est bien qu'on soit capable de s'en parler de plus en plus. Ça a été dur, la nouvelle du Parkinson. En cours de route, si on trouve de bonnes ressources, on va aussi tenter de se faire des amis. Certains chercheurs en neurologie, en soins infirmiers, en psychologie et en travail social
se sont penchés sur les besoins non comblés des personnes touchées par le Parkinson. Il semble que les symptômes moteurs, comme le tremblement, la rigidité et la lenteur du mouvement, auraient moins d'impact que les symptômes non moteurs. Ainsi, la perte de l'odorat et du goût, les changements dans la concentration et la mémoire, l'insomnie, un ralentissement de l'élimination intestinale et urinaire et la possibilité de chute seraient davantage à prendre en compte. De plus, les personnes atteintes soulignent avoir besoin, entre autres, de se sentir en sécurité, de prendre leur médication à heure fixe, d'être capables de profiter de leur activité quotidienne et de socialiser. Du côté des aidants, compte tenu de leur présence fréquente, voire quotidienne auprès de leurs proches, les principaux besoins soulignés par ceux-ci concernent la gestion de leur stress, l'accès à du répit, la sécurité financière et la planification en regard du futur. Écoutons un court échange entre Mme Catherine et sa fille Clara. C'est gentil de ta part de m'offrir de l'aide pour l'épicerie et pour certaines commissions. Je dois t'avouer que ça me libère l'esprit de ne pas être à l'extérieur et de me demander s'il arrivera quelque chose à ton père pendant mon absence. Ça t'inquiète à ce point de laisser papa tout seul à la maison? Oui, ça me préoccupe de plus en plus. Si tu veux, de temps en temps, je pourrais venir à la maison et passer 1 heure ou 2 avec papa pour que tu puisses sortir de la maison la tête tranquille. C'est très généreux de me l'offrir, mais tu as aussi tes obligations de ton côté. Laisse-moi y réfléchir et en parler avec ton père. Ainsi, le besoin de s'accorder du répit est souvent ressenti par les aidants. La vigilance portée à la sécurité de leurs proches, le fait d'être là pour prévenir les chutes ou pour aider à la mobilisation, contribue au stress mental ressenti. Les aidants croient que cette hypervigilance nécessite des moments de lâcher-prise, du soutien sous forme de présence auprès de la personne atteinte, pour pouvoir récupérer de l'énergie et souvent aussi du sommeil. Voyons maintenant comment le couple suivant s'y prend pour tenter de répondre à leurs besoins de sécurité financière. L'ergothérapeute du CLSC est venu à la maison et on a fait certaines adaptations dans la maison. Ses suggestions étaient très bonnes, très appropriées à notre situation et heureusement peu coûteuses. Cette fois-ci, ça n'a pas été trop dispendieux. Mais on va avoir d'autres besoins et on n'a pas une réserve de sous à l'infini. Il n'y a personne qui a des réserves à l'infini. On pourrait faire appel au CLSC pour nous aider dans l'évaluation de nos besoins et entrer en contact avec notre comptable. Ça nous permettrait d'avoir une meilleure idée de nos possibilités. Concernant l'aspect monétaire, les préoccupations sont bien réelles pour l'obtention de certains services publics ou privés, par exemple, de physiothérapie, d'orthophonie, un accompagnateur en l'absence de l'aidant, etc. Pour favoriser la sécurité financière de chacun et un meilleur sommeil pour l'aidant et l'aidé, les adaptations du domicile peuvent aussi s'avérer bien utiles. Certains services sont gratuits et d'autres non. L'aspect financier est aussi à considérer si un autre type d'habitation, plus adapté aux besoins de la personne atteinte et de l'aidant, s'avère favorable ou nécessaire. Concernant la planification du futur, écoutons comment le couple tente de négocier avec ce besoin. Si je prends le temps de remplir le carnet des symptômes et de fournir des informations sur ma santé, j'espère et je m'attends à ce que l'équipe me donne aussi des informations claires sur mon état de santé. En partenariat avec l'équipe, on pourrait alors mieux prévoir les besoins au fur et à mesure et ne pas se faire surprendre. La réalité n'est pas toujours facile à prendre, mais ça nous aiderait à faire nos choix de vie et à mettre nos efforts dans le même sens. Une chance qu'on se soutient déjà entre nous. Des aidants soulignent que les préoccupations en regard du futur seraient davantage atténuées si la communication avec l'équipe traitante était plus fluide dès le diagnostic et lors des visites de suivi. En ayant l'heure juste de la part de l'équipe traitante et de l'aide pour les décisions à prendre durant la trajectoire, une qualité de vie optimale serait davantage au rendez-vous. À la lumière des besoins émis par les DIAD,
il serait intéressant de réfléchir à vos besoins prioritaires qui pourraient bénéficier d'un soutien de la part des professionnels de la santé, d'organismes communautaires ou de votre entourage. En ayant vos besoins plus spécifiques en tête ou mieux écrits sur papier, peut-être que vous remarquerez que certaines réticences vous empêchent de demander de l'aide. Prenons le temps de considérer certaines de ces réticences, souvent rapportées par des aidants et des proches. Pour faire une demande d'aide, il faut y consacrer du temps. Il faut aussi remplir des formulaires et les services ne viendront peut-être pas rapidement. C'est difficile de trouver la bonne personne qui va venir au bon moment. Faire entrer un étranger dans notre domicile qui ne fait pas comme moi, comme nous, ce ne sera probablement pas la même personne qui va venir à chaque fois. Mon conjoint ne voudra peut-être pas et, en plus, certains services pourraient être payants. Si je demande de l'aide, qu'est-ce que l'entourage va me dire? Quelque chose comme « T'es fort, t'es capable ». Dans ces exemples rapportés par des aidants, nous retrouvons, entre autres, des interrogations concernant l'aspect monétaire, la gratuité ou non de certains services, la qualité et la quantité de services demandés et reçus, ainsi que le jugement de l'entourage. Bien que fréquentes, ces réticences peuvent cacher des peurs de l'inconnu, ce qui est compréhensible. En les nommant, vous pouvez remplacer ces craintes par des pensées plus aidantes et regarder ensemble les avantages réels pour faire une demande d'aide. Tout d'abord, je vous invite à nommer vos besoins de services et de soutien, à les exprimer clairement au bon endroit et à la bonne personne et d'être persévérant. J'en conviens que ce n'est pas facile d'entrer dans ce système, mais une fois que le lien est créé, la peur diminue et la confiance s'installe progressivement. Cela peut comporter plusieurs bienfaits à moyen et à long terme et vous apporter de la satisfaction. Avec le temps, vos responsabilités d'aidant vont-elles augmenter? Ressentez-vous plus de responsabilités face aux soins à donner? Chacun a ses propres besoins et peut se sentir épuisé physiquement et mentalement. L'expérience de nombreux couples montre qu'il est bénéfique pour chacun que la personne vivant avec le Parkinson comprenne les enjeux reliés aux besoins de l'aidant et vice-versa. Des aidants déjà impliqués dans un parcours d'aide ont fait ressortir des éléments clés à prendre en compte dans votre quotidien. Premièrement, en tant qu'aidant, prendre soin de votre santé globale est une condition essentielle pour continuer à prendre soin de votre proche. Aussi, une communication fluide, des messages clairs et des gestes de soutien concrets facilitent la vie de tous les jours et la prise de décision au fur et à mesure que les défis se présentent. Certains aidants constatent que la notion de réciprocité a un caractère différent avec l'évolution de la maladie. On ne vise plus nécessairement l'égalité dans les échanges, mais plutôt la qualité du soutien positif dans les petites choses de part et d'autre. Si cette mutualité est présente, cela semble augmenter la qualité de vie chez le proche et diminuer la lourdeur des responsabilités chez l'aidant. Voyons comment M. Alexandre et Mme Anne font pour se soutenir mutuellement. Je vois bien que tu fais tout ton possible et que tu t'en fais pour moi. Tu sais, quand tu me dis ça, ça me fait du bien. Ça me donne des ailes pour continuer. Si tu veux bien m'aider à avancer la chaise, je vais t'aider à essuyer la vaisselle. Ah oui, bien sûr. Je vais t'aider à m'aider. Un autre couple partage sa vision de ce qui diminue et augmente la vulnérabilité en regard de l'épuisement. Je vous invite à l'écouter. J'ai bien aimé la discussion avec les autres couples du groupe de soutien cet après-midi. Ça me fait prendre conscience de ne pas aller au bout de mes forces, de nos forces, autant toi que moi. Je réalise qu'on est sur la bonne voie. On est capable de voir de plus en plus ce que l'autre a besoin et on tente de trouver une solution ensemble. Au final, je nous sens plus fortes. Tu as entendu comme moi, certains couples ont d'autres défis que nous. En plus de négocier avec la maladie, pour certains, c'est l'incertitude financière. Et pour d'autres, c'est d'éviter des conflits familiaux. Pas simple tout ça.
C'est quand même bien que les groupes se réunissent régulièrement. Comme ça, on peut se soutenir, s'entraider, partager notre avis sur des ressources qu'on trouve pertinentes. Je suis vraiment contente d'être allée à la rencontre. Et toi? Moi aussi. Ça m'a fait du bien. On va continuer de s'entraider et de ne pas dépasser nos limites. Au contact d'autres personnes, ce couple a appris à développer une vision réaliste de la situation et reconnaît ses bons coups. Mesdames Betty et Bianca semblent avoir pris davantage conscience de ce qui peut augmenter ou diminuer la vulnérabilité de chacune pour prévenir l'épuisement. Cependant, il est important de rester à l'affût de certains facteurs pouvant précipiter la détresse et l'épuisement. Cela s'observe entre autres par un état de santé précaire, une grande fatigue, des attitudes négatives envers la maladie de son proche, des conflits conjugaux et familiaux récurrents, ainsi que de l'isolement. Je vous encourage à porter attention à ces signaux d'alarme, à aller au-delà de vos réticences, à connaître les ressources disponibles et à créer de l'ouverture à demander de l'aide pour prévenir l'essoufflement. Ceci est préférable le plus tôt possible dans la trajectoire, car certaines démarches prennent du temps avant d'obtenir l'aide désirée. Accepter de l'aide, ça inclut aussi une bonne dose de patience, d'essayer les services qui semblent appropriés à votre situation et aussi de prendre le temps de les apprivoiser. Je vous propose donc de consulter le Guide des ressources qui regroupe plusieurs thématiques pertinentes. Dans la prévention de l'essoufflement, la notion de bienveillance envers soi et autrui s'invite au menu. Comme nous ne pouvons pas nous soustraire aux difficultés de la vie, nous avons la possibilité de faire de la place au positif, au non-jugement et de prendre le temps de vivre l'instant présent. La gratitude peut vraiment vous faire du bien. J'ai recueilli des suggestions provenant d'aidants et de leurs proches pour vous aider en ce sens. Par exemple, pour se faciliter la vie, certains utilisent un calepin intitulé « Cahier de libération de la tête » ou des post-it pour y inscrire des mots ou des phrases clés qui aident à garder le moral. D'autres enregistrent certains moments significatifs ou font une courte vidéo sur leur téléphone cellulaire. Certains instaurent un rituel, soit de contemplation, de respiration, d'exercice, de célébration de leurs bons coups ou de contact avec la nature. Et d'autres se découvrent une passion, comme prendre des photos inspirantes. Et vous, qu'est-ce qui vous ferait du bien pour prendre soin de vous maintenant? Je vous encourage à choisir une action concrète que vous pouvez intégrer à votre routine quotidienne pour prévenir l'épuisement. Jusqu'à maintenant, nous avons posé davantage un regard centré sur la dyade que vous formez avec votre proche, en vous suggérant de créer l'ouverture à demander et à accepter de l'aide pour ne pas dépasser vos limites. Comment réagir quand la maladie de Parkinson s'invite au cœur de la famille? Le rôle de chacun des conjoints et d'autres membres de la famille est bousculé. Différentes émotions plus ou moins plaisantes peuvent surgir et introduire un bouleversement en regard de certaines de vos valeurs. Le rôle d'aidant vient s'ajouter et cela demande des ajustements des rôles, notamment avec l'évolution de la maladie. Malgré ces changements, certains besoins demeurent toujours présents, entre autres le besoin d'aimer et d'être aimé, de s'accomplir et de socialiser. Quel que soit le lien entre le proche et l'aidant, les responsabilités de la personne aidante s'accumulent sur le plan personnel, familial et social. De plus, la conciliation travail-famille peut aussi devenir un enjeu à gérer. En tant que dyade vivant ensemble ou non, la notion des gains ou des pertes de rôle mérite une réflexion sur le comment négocier avec les différentes tâches à accomplir simultanément pour diminuer la pression sur vos épaules et avoir du temps pour prendre soin de vous. Avec cette prise de conscience, on peut se demander quelles tâches conserver, lesquelles sont à déléguer et à qui les confier. Écoutons une rencontre de suivi téléphonique avec le fils de M. Steven.
Vous m'avez mentionné que vous souhaitez avoir de l'aide pour répondre aux besoins de votre père vivant seul à la maison. Monsieur Samuel, pouvez-vous me préciser quel genre d'aide? Bien, mon père veut rester à la maison pour le moment, mais il est moins autonome. J'ai toujours eu un bon lien avec mon père, car on travaillait ensemble, et c'est maintenant moi le directeur d'entreprise. Est-ce que votre père reçoit des services à la maison présentement? Comme je peux pas être toujours chez mon père, je me suis arrangé pour qu'il reçoive un service de traiteur pour les repas du midi et du soir. Aussi, quelqu'un vient une fois par semaine pour faire du ménage. Vous êtes donc plus rassuré à ce niveau. Y a-t-il quelque chose en particulier qui vous inquiète en ce moment? Oui, c'est au niveau des vêtements, de ses médicaments et peut-être d'autres choses auxquelles je ne pense peut-être pas. Je veux qu'il se sente en sécurité chez lui, et moi aussi. Je comprends et vos préoccupations sont tout à fait légitimes. Et votre père, que veut-il? Je vous suggère tout d'abord de faire un inventaire des besoins non comblés avec votre père à l'aide d'un guide. Ça pourrait vous aider. Ce guide accessible en ligne va vous permettre d'identifier avec lui ses besoins, là où les personnes qui pourraient y subvenir et comment procéder pour faire une demande d'aide à votre entourage ou à des ressources à proximité. Un calendrier des personnes mises à contribution est aussi disponible à titre d'aide-mémoire pour votre père et vous. L'organisme L'Appui pour les aidants de votre région, le CLSC du quartier de votre père et d'autres professionnels de la santé peuvent aussi vous aider dans votre démarche d'aide auprès de vos proches et d'autres services. Merci beaucoup. Je pense qu'on est rendu là. Ça va nous aider à avoir un meilleur portrait de notre situation et de poursuivre nos démarches. Comme pour le fils de M. Steven, je vous invite à consulter la fiche aide-mémoire « Action au cœur des familles ». Avec l'évolution du Parkinson, avec la fragilité qui s'installe chez la personne atteinte ou chez l'aidant, le choix d'une nouvelle habitation ou l'hébergement se présente et s'avère une décision difficile. C'est une étape bouleversante qui vient avec son lot d'émotions chez le proche et avec une forme de culpabilité pour l'aidant. Cette décision concernant cette transition du domicile vers un milieu de vie plus adapté ou un milieu de soins de longue durée est souvent prise au bénéfice d'une sécurité, d'une meilleure qualité de vie et de services ajustés à la condition de l'aidé. Elle permet aussi à l'aidant de conserver un équilibre physique et mental pour continuer à être présent, mais d'une façon différente. Ce passage marque une transition entre ce qui était connu et l'inconnu. Cela prend du temps pour s'y adapter. Votre rôle d'aidant se transforme et se poursuit autrement. Votre présence rassurante facilite l'adaptation de votre proche dans un nouveau milieu en partageant, par exemple, son histoire de vie et de santé, ses goûts, ses habitudes, son caractère, ses liens significatifs avec le personnel en place. De plus, avec le temps, un partenariat entre votre couple et l'équipe d'intervenants se développe graduellement pour que la communication soit de plus en plus fluide et que la qualité des soins pour votre proche soit au rendez-vous. Voyons comment Mme Catherine s'adapte à la transformation de son rôle d'aidante. Je vous appelle aujourd'hui pour prendre des nouvelles de comment vous allez suite à notre dernier suivi téléphonique. En ce qui me concerne, je vais assez bien, même si je trouve ça plus difficile depuis quelque temps. Comme vous le savez, mon conjoint a été transféré dans une unité de soins de longue durée. Ça fait maintenant environ 1 mois. Qu'est-ce qui est le plus difficile actuellement pour vous et votre conjoint? On avait fait des aménagements à la maison pour nous faciliter la vie, mais là, je ne pouvais plus assurer la sécurité de mon conjoint. On a dû se résigner à prendre cette décision. Il s'adapte doucement, puis moi, je récupère, mais je me sens moins utile. J'en conviens que votre rôle d'aidante auprès de votre conjoint est différent maintenant, quoiqu'il soit toujours aussi important. Vous avez sûrement fait valoir ses habitudes de vie et ses goûts auprès des intervenants. Oh, ça oui! C'est justement pour assurer son confort que nous avons pris cette décision. J'y veille, ça c'est sûr. Contente de vous l'entendre dire. Et avec le personnel, comment ça va? Les relations sont bonnes jusqu'à maintenant. Les intervenants prennent le temps de nous écouter et les soins sont attentionnés pour mon conjoint. Je ne veux pas être dans leurs jambes, mais je veux aussi être là pour l'accompagner. Avez-vous parlé de votre préoccupation aux intervenants? Non, pas encore. Je ne sais pas trop comment leur amener ça. Je veux rester en bon terme avec eux. Comment pourriez-vous créer de l'ouverture sur ce sujet? Je peux vous confirmer que plusieurs aidants se posent cette même question, surtout les premiers mois où l'on s'apprivoise les uns les autres. Ouais, comment leur dire ça?
Je pourrais peut-être leur demander, dans les premiers temps, suite à l'arrivée à l'unité, comment les autres aidants font pour continuer à être présents pour leurs proches et à collaborer avec vous. J'aimerais bien apprendre, moi aussi. Je me sens un peu perdue ces jours-ci. Quelle bonne idée, Madame Catherine. Comme ça, vous exprimez votre besoin de façon claire et constructive. J'ai confiance que vous allez trouver le bon dosage. Vous êtes pleine de bonne volonté et d'idées. Si toutefois vous avez d'autres interrogations face à ce nouveau milieu de vie pour votre conjoint et vous, il y a un comité des usagers dans chaque établissement et peut-être des bénévoles qui sont des ressources précieuses. C'est bon à savoir. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me parler. Ça me fait grand plaisir. Faites mes salutations à votre conjoint et prenez soin de vous. Tout au long de la trajectoire de la maladie de Parkinson, en tant que dyade ou couple, vous passez par toute une gamme d'émotions, incluant des hauts et des bas. Tout changement entre ce qui était votre réalité d'avant et celle qui est maintenant est considéré comme une transition. Cette transition, bien que porteuse de pertes, vous permet néanmoins de faire des découvertes, des apprentissages qui vous donnent du ressort pour continuer à composer avec les changements qui s'opèrent bien malgré vous depuis le diagnostic. En accordant une attention à ces changements, vous observez que les pertes vécues s'inscrivent dans une prise de conscience d'un processus de deuil. Par exemple, le deuil d'une santé parfaite, de projets de couple après le départ des enfants, de projets de retraite, comme c'est le cas avec le couple suivant. Écoutons maintenant un échange entre Mesdames Betty et Bianca sur le processus de deuil et d'adaptation respectif pour la personne atteinte du Parkinson et la proche aidante. On a pris notre retraite toutes les deux. On avait des projets en tête, mais d'autres défis nous attendaient. Te mets à penser à ça tout d'un coup? Je réfléchissais. Je trouve que j'ai moins de facilité à m'exprimer et ça te demande plus de patience. La maladie a vraiment changé nos plans de retraite. Bien, toi et moi, on avance en âge, on a des deuils à faire. C'est sûr et c'est dur. Oui, la maladie a changé nos projets de voyage. On se déplace quand même, mais moins loin. Peut-être qu'on se contente davantage des petits plaisirs, comme des brunchs avec des amis, des petits voyages, l'écoute de musique qu'on aime ou d'un spectacle en ligne. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que t'es bien sage. Pas trop sage, j'espère. Non, pas tout le temps. Heureusement. Dans leur échange, on sent que les conjointes tentent d'être résilientes et de trouver un sens en regard de leur expérience de vie. Avec le temps, Madame Bianca aurait peut-être à développer de la tolérance face à l'ambiguïté si Madame Betty s'exprimait plus difficilement ou se repliait sur elle-même. Cela fait partie des changements attendus avec la maladie. Sachez que le repli sur soi et l'incapacité à manifester ses émotions ne veulent pas dire une baisse d'affection ou d'amour de la part de la personne vivant avec le Parkinson. De plus, avec l'évolution de la maladie, il se peut que l'apparition de déficits d'attention ou de mémoire fasse en sorte que la personne atteinte soit présente physiquement, mais de plus en plus absente psychologiquement. L'aidant s'inscrit alors dans un long processus de deuil, appelé deuil ambigu. Celui-ci résulte des pertes graduelles chez son proche, marquées par des moments, tantôt de présence, tantôt d'absence psychologique. Ce point tournant où l'aidant apprend à reconnaître les pertes chez son proche et à tolérer ses limites permet de réduire la charge émotive et de donner un sens nouveau à la situation vécue. Je vous propose quelques éléments de réflexion pour vous aider à développer de la résilience pour mieux vivre avec ce type de deuil qu'est le deuil ambigu. Ces trucs et astuces proviennent d'aidants d'expérience, d'équipes cliniques et de recherche intéressées dans ce domaine. Ces personnes soulignent des éléments clés utiles à garder en tête. Reconnaître les pertes progressives et l'existence de ce deuil, car cela peut vous aider à comprendre ce qu'il y a de particulier et à trouver un sens à ce que vous vivez. Portez davantage votre attention sur ce qui est connu et contrôlable et vous exercez à lâcher prise sur ce qui ne l'est plus. Ressentir différentes émotions,
comme la culpabilité et la colère face aux pertes et changements vécus, c'est tout à fait normal. Exprimer vos émotions sans vous détruire ou faire du mal à autrui va contribuer à votre mieux-être. Certains aidants canalisent leur trop-plein émotif dans l'écriture, le chant, l'exercice physique. Choisissez ce qui vous fait du bien à l'un et à l'autre. Apprendre à développer de la flexibilité dans votre façon de penser peut également vous aider à trouver un sens à cette expérience et faire émerger l'espoir d'être capable de vivre ce qu'on a à vivre. D'autres éléments peuvent aussi influencer votre capacité de résilience, comme votre appartenance culturelle, votre spiritualité, vos affinités dans les relations familiales ou amicales, et enfin, les rituels que vous adaptez ou que vous créez. L'accompagnement de la personne vivant avec le Parkinson peut s'avérer plus facile pour les uns, plus laborieux pour les autres. La qualité de l'attachement au préalable avec votre proche et les habiletés interpersonnelles développées tout au long de votre vie influencent aussi l'accompagnement. Chacun a le défi de développer le « comment être » dans cet accompagnement. Joanne de Montigny, une psychologue spécialisée dans le deuil et la résilience, souligne que la traversée avec la maladie n'est pas une ligne droite. Mais si l'on vise le confort et la qualité de vie de l'aidé et de l'aidant, que chacun fait de son mieux en respectant ses limites, la vie nous réserve parfois de belles surprises. Je vous encourage à faire l'écoute d'un moment de résilience avec Mme Catherine et M. Charles, bien que touchés par l'avancée du Parkinson. Le couple choisit une activité qui fait du bien à l'un et à l'autre. Des gestes concrets sont posés par Mme Catherine et un intervenant. La solidarité familiale est maintenue malgré les limites liées au Parkinson. Est-ce que ça te tente d'aller faire un tour dehors cet après-midi? Oui, j'aimerais. Si on utilise le fauteuil roulant pour aller sur le bord de l'eau, ça te plairait? Oui. Je vais m'arranger pour que tu sois confortable et on restera le temps que tu veux. Peut-être apporter une collation? C'est une bonne idée. Je pense que je suis mieux d'en parler à un préposé pour qu'il puisse m'aider à t'installer cet après-midi. Ça va être plus facile pour toi. Et je pense que notre petite sortie va être agréable pour toi et pour moi. Agréable cette escapade? Vraiment. Merci. On devrait peut-être le faire à nouveau quand notre fille va venir cette semaine. On lui proposera. On essaie de profiter de chaque beau moment qui passe. En résumé, face au deuil ambigu associé au Parkinson, vous êtes appelé à donner un sens nouveau à votre expérience avec la maladie, à comprendre d'où proviennent les émotions désagréables ressenties et à lâcher prise sur les événements hors de votre contrôle. Pour ce faire, la gratitude, l'indulgence et la bienveillance à l'égard de l'un, de l'autre et d'autrui permettent d'orienter vos pensées et vos actions de manière plus constructive. Ces atouts vous ramènent à l'essence de ce que vous êtes comme personne et comme dyade. Il aide aussi à vous centrer sur vos forces souvent insoupçonnées et l'attachement qui vous relie ensemble et aux personnes qui vous entourent. Enfin, la résilience et la création de nouveaux rituels contribuent à garder espoir dans vos capacités à composer avec l'incertitude et les changements au fur et à mesure qui se présentent à vous. Avec le Parkinson, devenir aidant et le rester s'apprend au fil du temps. Chacun se développe à partir de ses habiletés, de ses expériences, même difficiles ou négatives, et avec la contribution de personnes attentives tout au long du parcours. Cela commence par vous reconnaître comme aidant en soulignant vos droits, votre contribution au bien-être de votre proche, ainsi que l'implication de la famille et de la société. Cela se poursuit en ciblant vos besoins, en allant chercher de l'aide, en s'accordant du répit, en faisant des ajustements pour préserver la santé et la sécurité de chacun pour prévenir l'épuisement. L'expérience du Parkinson et l'accompagnement sur toute la trajectoire de la maladie, ce n'est pas facile. Les changements, les transitions et le deuil ambigu associé vous amènent à redéfinir votre vie telle que vous l'avez connue jusqu'à présent, tout comme les liens d'attachement et les valeurs que vous souhaitez privilégier.
Je vous encourage à prendre soin de vous et à puiser dans les stratégies proposées. En vous accordant toute l'attention nécessaire, vous serez davantage en mesure de continuer à accompagner votre proche. Prendre soin d'une personne vivant avec le Parkinson ne peut pas se faire sans prendre en compte les capacités et les ressources de l'aidant dans l'équation.